Les fleurs, c'est ma maison. Radioscopie. Ma maison, c'est une serre. Mon enfance, c'est un jardin. Mon futur, c'est un paradis terrestre. Et que j'ai jamais pu l'imaginer autrement que comme un jardin. Radioscopie. Jean-Marie Pelt. Jacques Chancel. Je n'existe vraiment que dans cet environnement-là. Et sans fleurs, je ne peux exister. Pourtant, je suis un urbain, ce qui est une contradiction de mon être. Les jardins, séquence 23, prise 1. Ce film, nous voulions le faire avec toi. Tu souhaitais parler aux jeunes générations de cette planète qui va si mal et leur montrer un chemin de volonté et un chemin d'espoir. Nous avions commencé à enregistrer les entretiens avec ceux qui comptaient pour toi. Toi qui attends que ça depuis des années. Ah, je rêve du pouvoir. Ah oui, ça c'est... Ça, t'es à l'abri. Hein. C'est mon immense ambition. Oui, ah, j'adore le pouvoir. Eh bien, je suis très heureux que ce film nous ait donné l'occasion de booster, comme on dit aujourd'hui, les valeurs auxquelles je crois. Mais après avoir si bien labouré le champ des possibles, fait pousser les fleurs de ton jardin intérieur, cultivé l'amour des plantes et des gens, tu es parti rejoindre ce bon Dieu, avec qui tu dialoguais depuis si longtemps. Tu nous as laissé un film en jachère et la charge de le terminer. C'est très tôt que j'ai aimé la nature et je pense que c'est intimement lié à ma toute petite enfance à Rodemack, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et je passais beaucoup de temps dans le jardin de mon grand-père. Et mon grand-père était un jardinier hors pair qui faisait un jardin magnifique. J'ai passé ma vie d'ailleurs à rêver à son jardin parce que j'ai jamais réussi à en avoir un comme lui, malgré plusieurs essais. Et il m'apprenait à jardiner. Et quand ce travail était fini, le grand-père me prenait sur ses genoux. Et je sentais sa barbe qui piquait et sa transpiration. Et il me racontait des histoires. Il y avait des histoires sur les fleurs, pourquoi les insectes et les abeilles vont sur les fleurs et qu'est-ce qu'elles vont y faire. Et là, je comprenais pourquoi les fleurs étaient belles et pourquoi elles émettaient un parfum splendide. C'était le cas des lys chez nous qui sentaient très bon. L'amour des fleurs, qui est très fort chez moi, très fort, m'est venu à l'occasion d'un grand orage à Rodemack. J'étais promené avec mon père, il y a eu un orage extraordinaire. Et il m'a abrité en se penchant sur moi, dans un buisson, et il y avait une fleur d'églantier juste sous mon nez. Et elle s'égouttait, lentement, goutte à goutte. Et je voyais l'arc-en-ciel dans les gouttes. Et ça m'a profondément marqué, un peu comme la Madeleine de Proust, une mémoire affective forte. J'étais très heureux à Rodemack avec mes parents et mes grands-parents. Rodemack, c'est resté le berceau de mon enfance. La maison de ton enfance, la maison de l'innocence avec ce grand jardin, ce lien avec Rodemack se brisera le jour de la disparition de cette mère aimée et adorée. Ma mère nourricière, c'était ma mère et mon jardin. Et je perdais en perdant Rodemack et ma mère et mon jardin. J'ai quitté Rodemack en plein été. Ça a été la dernière année où j'ai travaillé dans mon jardin. Je sentais que cette partie de ma vie, c'était désormais derrière moi. Devant, je ne voyais plus rien. J'avais une angoisse d'abandon très très forte. Peut-être du fait que je n'avais pas coupé le cordon. Parce que je n'ai pas eu vraiment d'adolescence au sens où on l'entend. Comme j'ai été élevé dans un jardin tout petit, puis ensuite dans une ferme, puis ensuite j'ai fait pharmacie parce que j'aimais bien en particulier la botanique. Et d'ailleurs, on ne peut pas imaginer qu'un professeur de botanique n'aime pas la nature. Ça serait tout à fait inconcevable.
j'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'intelligence globale de la nature que nous partageons, même si nous avons poussé cette intelligence immensément plus loin que tous les autres êtres vivants. Mais nous avons tellement de choses en commun qu'on ne peut plus aujourd'hui considérer que nous sommes coupés de la nature. Et si nous sommes aujourd'hui coupés de la nature, c'est que nous sommes pathologiques. J'ai rencontré Jean-Marie Pelt la première fois quand j'étais étudiant en faculté de pharmacie à Nancy. Je l'ai eu comme professeur de botanique et là, il faut reconnaître que c'était un professeur assez exceptionnel parce qu'il y avait à la fois le côté scientifique, il avait le côté humaniste et surtout il donnait des exemples au travers du monde des plantes mais aussi du monde des animaux et des comportements humains. Son cours était passionnant et depuis cette première année, je l'ai suivi en tant qu'étudiant bénévole dans son labo de recherche et depuis ces quelques décennies, nous avons toujours travaillé ensemble dans le domaine des plantes. Je me rappelle cette petite Monique. Oh, je l'avais dans l'œil, hein, elle ressemblait à Brigitte Bardot comme c'est pas possible. Et je l'ai eu à l'oral. Elle a tiré la colchique. Elle a dit, la colchique est un grand arbre tropical qu'il faut arroser pour qu'il pousse. Oh, je dis, oh, ça commence mal. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais pour ne pas mettre une note catastrophique. Mais ça a empiré en cours de route, donc j'ai arrêté au plus vite. Je ne lui ai pas mis une note éliminatoire parce que j'en mettais jamais. Je ne sais pas mettre des notes éliminatoires, moi. Et puis, j'aimais profondément les étudiants. Alors, je notais plutôt haut, ce qui faisait d'aller mes collègues. Jean-Marie, tu as formé des générations de disciples que tu as envoyés sur les chemins du monde, à la découverte de la botanique. Sur tes conseils, Jacques Florentin a fait de la Réunion son laboratoire de recherche. Sur les bords du cirque de Mafat, il recherche une petite plante jaune dont il veut vérifier les vertus thérapeutiques. Alors ça, c'est une plante qui s'appelle ici fleur jaune, qui pousse en altitude et qui a des propriétés sur la circulation veineuse. En particulier, c'est un vénotonique. Donc quand on a des sensations de jambes lourdes, ça va activer la circulation veineuse. C'est des propriétés qui ont été démontrées, qui sont traditionnelles ici. C'est vraiment une plante emblématique de la Réunion. Je crois que quand on arrive ici, c'est une des premières plantes que l'on voit parce que tout le monde la connaît. En plus, elle est très jolie, elle est très belle. Pour un botaniste, si vous êtes seulement sur la flore de France, vous avez quelques milliers d'espèces. Si vous êtes sur la flore mondiale, vous en avez 300 000. Donc un botaniste ne peut pas faire de botanique s'il n'a pas une fréquentation du monde entier. Au début des années 60, tu consacres ton premier voyage à l'Afghanistan. Un périple entre 3000 et 7000 mètres d'altitude qui te fait découvrir sur un même territoire une multitude de milieux différents. La végétation de mousson devient rapidement alpine en prenant de l'altitude. J'ai fait une mission en Afghanistan en 1964. J'étais dans un pays qui m'a paru très pacifique. Nous avons passé des nuits dans des villages extrêmement reculés, sans avoir l'impression de courir l'ombre d'un risque, ce qui serait totalement impensable aujourd'hui, après le passage des talibans et la guerre en Afghanistan. C'est un pays montagneux, superbe, c'est le plus beau pays que j'ai vu dans ma vie, sans aucun doute. Et ce qui est intéressant, c'est que nous étions à la zone de balancement entre l'Asie des moussons et le monde méditerranéen, où ils s'emboîtaient l'un dans l'autre. C'est comme ça que les civilisations se sont emboîtées les unes dans les autres en Afghanistan. Alexandre le Grand est venu de la Méditerranée, les Moghols sont venus de l'Inde, Tamerlan et Gengis Khan sont venus du Nord, et ils ont suivi les mêmes mouvements qu'à travers l'évolution de l'écologie sur des milliers et des milliers d'années, ont fait les plantes. C'était quelque chose qui m'avait énormément frappé. Et nous étions ici vraiment au centre des flores de l'Ancien Monde.
Avec Jean-Marie Pelt, on s'est souvent intéressé aussi sur la pertinence des savoirs traditionnels. Déjà, comment se fait-il que l'homme a réussi à sélectionner des plantes aussi efficaces? Et là, on a travaillé sur la transmission des connaissances, donc elle se transmet de génération en génération par apprentissage, mais aussi peut-être parfois dans certaines régions du monde, par la méditation, par les plantes hallucinogènes, où ces guérisseurs ont accès à des modes de connaissance qu'on a peut-être perdus. Ça, ce sont des orchidées. À La Réunion, Jacques Florentin visite Cabine. Cabine, c'est une guérisseuse qui utilise les plantes à tisane pour soigner adultes et nourrissons. Une plante inconnue aux vertus thérapeutiques se cache peut-être dans son jardin. Ça, c'est la yapana. De la yapana. La yapana, il vient d'entrer dans la pharmacie. Mais par contre, le tivouette, je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est encore reconnu. Le savoir, c'est extraordinaire parce que c'est des plantes qu'on ne connaît pas du tout. C'est la France, mais c'est l'île de la Réunion. Et donc, on ne connaît rien sur ces plantes-là. Elles ne poussent pas chez nous. C'est des plantes locales, des plantes tropicales, des plantes exotiques. Et c'est passionnant de savoir que dans d'autres départements, on utilise aussi des plantes. Et tous ces renseignements sont bien évidemment étudiés par les Réunionnais et vont permettre d'enrichir notre pharmacopée. Parce qu'il n'y a pas de raison que ces plantes-là, un jour ou l'autre, puissent aussi être utiles à la métropole. Là, j'ai mis de la yapana parce que disons que l'enfant elle a besoin d'une bonne digestion. Voilà. Michel Ribet a travaillé 25 ans avec toi. Naturaliste et photographe, il se passionne pour le monde animal. Ce jour-là, il a rendez-vous avec un habitant de nos rivières. Cet affût, je l'ai installé bien avant le retour des martins pêcheurs, puisque l'hiver, ils sont rarement sur la rivière, de manière à ce que début mars, quand ils reviennent sur leur territoire, ils évidemment reprennent possession de leur territoire, mais aussi quelque part possession dans leur champ visuel de cet élément qu'est mon affût. Ah, là, je viens de l'entendre parce qu'il lance toujours des petits cris en arrivant, comme pour prévenir. Ah mais tiens, le voilà sur le perchoir. Je vais déclencher la radiocommande. Ah super. Ah mais le voilà avec un poisson. Au mois de mars, quand ils reprennent possession du territoire, le mâle et la femelle qui ont vécu séparés pendant l'hiver se retrouvent, se poursuivent. Et à un moment, il y a un passage, je dirais, absolument spectaculaire dans la reproduction du martin pêcheur. C'est que le mâle va appeler la femelle qui va le rejoindre. Et à ce moment-là, il va lui offrir un petit poisson. On appelle ça l'offrande. Alors c'est un spectacle assez extraordinaire. Et l'offrande est bien sûr le prélude à l'accouplement que j'ai souvent observé, souvent photographié et filmé dernièrement. Un peu loin, mais je l'ai filmé. Michel a participé à ton grand projet, la création à Metz de l'Institut européen d'écologie. Jean-Marie a créé d'abord l'Institut européen d'écologie et presque parallèlement à cette création de l'Institut d'écologie, il a créé l'UR d'écologie. Alors c'est quoi l'UR d'écologie? C'était une unité d'enseignement et de recherche, ancienne appellation des facs, dans les années 70. Donc, dans le cloître des Récollets, il y avait deux structures. L'UR d'écologie était composée d'environ entre 20 et 25, voire peut-être avec les étudiants une trentaine de personnes, donc tous du personnel universitaire, du professeur jusqu'au technicien, et il y avait à peu près 4-5 personnes qui dépendaient de l'Institut européen d'écologie. Si bien qu'il y a eu un mélange de la vision des gens, c'est qu'on parlait toujours de l'Institut européen d'écologie et qu'on parlait très rarement de l'UR d'écologie. L'Institut est un lieu ouvert où il est facile de te rencontrer et d'échanger. C'est comme ça que tu as ouvert ta porte à Christophe Issette, le futur président du centre qui porte ton nom. J'ai fait la rencontre de Jean-Marie, j'avais 13-14 ans.
Donc j'étais tout gamin encore. Je suis messin d'origine, j'habitais donc à Metz. Et après l'école, j'allais tout le temps, souvent me promener. Je prenais mon vélo pour aller au Mont-Saint-Quentin, qui est le poumon vert de l'agglomération messine. Et un jour, j'apprends qu'il y a un projet de grande course de VTT, des centaines de VTT au Mont-Saint-Quentin. Alors évidemment, j'étais effrayé à l'idée que ces centaines de vélos puissent abîmer la nature, particulièrement la flore, les plantes, etc., puisqu'il y a des espèces qui sont protégées également au Mont-Saint-Quentin. Et en étant gamin, donc, j'ai décroché mon téléphone, j'ai téléphoné à l'Institut européen d'écologie, j'ai demandé un rendez-vous au professeur Pelt et c'était ma première rencontre. Et là, évidemment, la réponse que Jean-Marie avait donnée, c'est qu'il ne fallait absolument pas faire cette course et dérouler ce projet comme il était prévu initialement, quoi. C'était une très belle aventure dans les années 70, c'était extraordinaire. Nous avions affaire à des visionnaires. Donc l'aventure de l'Institut européen d'écologie doit continuer. Et ici, les Messins, les Lorrains, au niveau de l'Eurorégion, tout le monde attend la reprise de l'Institut avec l'esprit de Jean-Marie Pelt. Partager, transmettre. En fait, l'enseignement ne te suffit plus. Tu veux toucher le plus grand nombre et tu décides d'écrire. En pleine période de mai 68, ton premier ouvrage sur la sexualité des plantes connaît un grand succès. Tu te lances aussi dans des conférences à travers la France et à l'issue de l'une d'elles, tu rencontres le documentariste Jean-Pierre Cuny qui te propose de raconter l'aventure des plantes à la télévision. Jean-Marie, c'était un très grand vulgarisateur. Il a créé aussi, pour justement mieux faire connaître la nature, notamment les plantes, cette très très belle et première série télévisée, L'Aventure des plantes, qui était formidable. Même moi qui suis très règne animal, j'ai appris à connaître les plantes à travers les séries de Jean-Marie, si bien que maintenant je m'intéresse autant aux animaux qu'aux plantes. Bon, peut-être un peu moins aux plantes, mais quand même aux plantes. Alors il y a eu ce grand moment quand même de l'aventure des plantes, hein, où là, Jean-Marie, tu as été connu, on va dire, universellement. Voilà, on est dans les années 85 à peu près. Et les gens ont adhéré à cela, parce que je crois qu'on était dans une grande période, on l'est toujours, de technologie dominante, avec un monde de toute façon qui est façonné par les ingénieurs. Et toi, tu arrives avec, j'ai presque dire, ta mode de terre, en nous disant, mais regardez les fleurs, regardez les plantes. D'abord, vous êtes incapable d'en créer vous-même, et regardez comment ça fonctionne. Donc, tu nous as reliés, là aussi, au sens premier du terme, avec, en fait, ce qui n'a jamais complètement disparu des individus. Mais on était dans le tout bagnole, on était dans la toute technologie, etc. Et ça fait un bien fou aux gens. Et donc, il y avait à la fois ce regard scientifique que tu es, et puis, une fois de plus, ce regard décalé de poète. Il existe de stupéfiantes analogies de comportement entre la plante et l'homme. C'est ce que nous avons découvert dans chaque épisode de cette série. Mais si une plante peut être considérée comme l'égale de l'homme dans le règne végétal, c'est l'orchidée. Nous sommes dans la forêt tropicale de Thaïlande. Ça s'est passé par vraiment un pur hasard. Un pur hasard parce que mon cours de botanique que je faisais aux étudiants en première année de pharmacie était fondé sur l'évolution des plantes. Et l'évolution des plantes, c'est pour l'essentiel l'évolution de leur reproduction sexuelle. Et nous avons donc fait ce film. En fait, on en a fait 26 des films. 26 films, chacun de 36 minutes. Il y a eu un succès formidable. Pourquoi ? Il y avait une raison à ça. C'est que j'ai montré à travers ces films comment
l'évolution s'y était prise avec une extraordinaire habileté pour protéger ce fameux gamète femelle et pour inventer des stratégies pour que la fécondation ait lieu. Parce que chez les plantes, il y a un problème. La plante ne bouge pas. Nous, quand il y a une fécondation, c'est qu'il y a un homme et une femme qui se sont rencontrés, évidemment, ou qui se rencontrent peut-être maintenant par les techniques les plus sophistiquées. Eh bien, les techniques les plus sophistiquées, c'est les plantes qui les ont inventées. Et pour réussir à faire passer son pollen, une fleur vers une autre fleur, ben, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Alors c'est tantôt le vent, tantôt un insecte, parfois un oiseau, mais il faut que cet insecte, cet oiseau, soit mis en appétit. Alors la fleur, elle s'habille, elle a des pétales colorés, elle se parfume, elle a une odeur spécifique. Et parfois, elle va bien plus loin et elle prend une allure qui mime un insecte. Et l'insecte de cette espèce-là, qui a été mimé par la fleur, par un pétale de la fleur, croit voir un partenaire sexuel et se précipite sur la fleur. Et les orchidées sont particulièrement douées pour ça. Elles sont extrêmement intelligentes, entre guillemets, pour avoir des comportements mimétiques. Cette série, couronnée d'un succès international et d'un 7 d'or, met en lumière l'Institut européen d'écologie et la ville de Metz. Metz où depuis 15 ans, tu as fait entrer la nature dans la ville grâce à ton engagement aux côtés de Jean-Marie Roche, dont tu seras le premier adjoint dès 1971. En fait, j'avais été dans le monde politique par Robert Schuman plus tôt. Déjà dans les années 56-60, en pleine guerre d'Algérie. Et je me suis trouvé alors, tout d'un coup, avec une responsabilité dont je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants. Moi, je ne savais pas comment marchait une mairie à l'époque. Bah, pas du tout, naturellement. Mais j'avais vu que Metz était très mal parti du point de vue urbanistique. Ta première décision est de te dresser contre la politique d'urbanisation menée par Raymond Mondon, le maître bâtisseur de l'après-guerre, qui vient de disparaître. L'idée est très simple. Toutes les maisons historiques étaient des taudis. Il fallait donc toutes les détruire tous les quartiers anciens et les remplacer par des tours et des bars et des 2 fois 3 voies. C'était comme ça qu'on imaginait les villes à l'époque. Donc on aurait eu des cubes partout, et on aurait détruit un patrimoine exceptionnel. Je n'acceptais pas cette idée et je ne l'accepte toujours pas que contemporain signifie beau. Le contemporain peut être beau et il peut être hideux. En accord avec le nouveau maire, tu stoppes tous les projets urbanistiques et assures la sauvegarde du patrimoine de la ville qui allait être écrabouillé par le béton. C'est en se frottant aux problèmes d'urbanisme que naît l'idée d'écologie urbaine. Alors vous avez bon espoir que dans 5 ou 10 ans, la ville elle ait bien changé ? Je pense que dans 5 et 10 ans, elle sera changée parce que le courant qui est enclenché maintenant va aller très loin, je pense. Oui, et les villes vont beaucoup changer et elles seront plus humaines. C'est le fond de la question. On a fait de Metz une très belle ville, je crois. Une très belle ville parce qu'on lui a rendu sa dignité de ville médiévale, sa dignité de ville avec son arôme germanique si particulier, avec la poste et la gare. Il y avait cette idée d'écologie urbaine où on pensait la ville tout à fait autrement, où on pensait que la nature devait être en ville, pas seulement sur les lointaines périphéries, directement accessibles, où l'on pensait que les aménagements urbains devaient permettre l'épanouissement des urbains et non pas l'oppression dans des villes ultra-fonctionnelles comme les UP, où vraiment il manque l'humanité. Et l'écologie urbaine a donc vu
sa naissance à Metz grâce à mon ami Roger Klein, qui a pensé ici, à l'Institut européen d'écologie, cette fameuse écologie urbaine, et Metz a été le laboratoire où nous l'avons expérimenté. Il y avait quand même un binôme entre Jean-Marie Pelt et le sénateur Roche qui était quand même assez étonnant, puisqu'il lui a quand même donné les moyens d'une politique. C'est ça qui était passionnant. Jean-Marie a peut-être écrit une 60aine d'ouvrages qui sont tous intéressants et passionnants, mais il n'aurait pas eu cet appui, cette réalisation, il n'aurait pas eu le même succès, si vous voulez. C'est important, la concrétisation d'un enseignement. En ce qui nous concerne ici à l'Institut européen d'écologie, nous avons cherché, à travers un livre qui est paru il y a quelques mois, qui s'appelle « Qualité de la vie et centre-ville », à retrouver des moyens pour redonner au centre des villes un peu d'humanité, à travers le retour de la nature dans les centres, de l'eau, de l'air, de la verdure et même du feu, c'est les 4 grands éléments, à travers les espaces à donner aux enfants, aux personnes âgées, qu'on appelle les espaces verts, mais qui sont de type très différent. Il y a des espaces verts faits pour la rencontre, d'autres qui sont faits au contraire pour le silence, pour le repos, pour la méditation, à travers aussi une animation plus humaine par les rues piétonnes qu'elle ne l'est par les rues traditionnelles. C'est toutes ces réflexions qui nous mènent à envisager une ville nouvelle dans l'avenir, qui permettrait à ses habitants de retrouver leur centre et de se le réapproprier, alors qu'actuellement on assiste à une fuite de la ville. L'écologie urbaine peut-elle sauver la ville et réciproquement? Encore un disciple, Frédéric Pautz, aujourd'hui directeur du jardin botanique du Montet qui porte désormais ton nom. Il te voit comme un visionnaire, inventeur d'une nouvelle façon de vivre la ville. L'écologie urbaine, c'est quelque chose qui pendant longtemps a été antinomique. L'écologie, c'était dans la nature, l'urbain, c'était l'artificiel. Et effectivement, il a été un des précurseurs de ces retrouvailles entre l'écologie et le milieu urbain. Et il a prôné, et cette fois-ci en tant que militant politique, je dirais, cette intégration et cette prise en compte de l'écologie et la nature dans le milieu urbain. Ce qu'on appelle le degré de naturalité, au milieu urbain, augmente d'année en année dans la plupart des villes de France. Et il a été un des précurseurs dans cette discipline de l'écologie urbaine. Aujourd'hui, notre jardin botanique s'appelle le jardin botanique Jean-Marie Pelt. Et on a voulu donc ici rendre hommage à sa carrière scientifique et à l'homme qu'il était, très lié à l'écologie et à la botanique. Et puis après, il a eu toute la carrière qu'on sait en tant que vulgarisateur, homme politique, philosophe, etc., etc. Et il a toutes ces facettes. C'est quelqu'un qui consacrait, je dirais, l'essentiel de sa vie à la réflexion, à l'écriture. Et c'est pas un homme qui développait un besoin de loisir inconsidéré. Je n'ai jamais parlé de cinéma avec lui. Je ne sais même pas s'il y allait ou pas. C'est un sujet auquel j'ai même jamais pensé lui parler, vous voyez. Ou le théâtre. Bon. C'était un homme de culture, de grande culture, mais je dirais plus de culture littéraire. Il avait beaucoup lu. Donc il avait beaucoup de références dans la tête. Donc c'est un homme de culture, mais je ne suis pas persuadée que c'était un homme qui consacrait beaucoup de temps à ses loisirs. Jean-Marie était un homme de nature, ça on ne peut pas le nier, mais c'était aussi un humaniste. C'était un humaniste, donc il a su faire le lien entre l'avenir de l'homme et l'avenir de la nature. Et de là, il a mobilisé ses troupes et a continué jusqu'à son dernier souffle de les mobiliser à travers ses livres et surtout à travers ses conférences. L'Institut devient le lieu des plus belles rencontres. Chercheurs, écrivains, hommes politiques ou philosophes viennent exposer leur vision du monde et définissent le rapport de l'homme et de la nature. Toute la dernière partie de ma vie d'écrivain, si on peut dire ça, est consacrée à la coopération. C'est d'ailleurs ce thème qui nous a rassemblés avec Pierre Rabhi. Bon, il y a les carottes et les oignons. L'oignon émet une odeur que tout le monde connaît, qui fait fuir l'insecte pathogène qui mange les carottes, la mouche de la carotte. La carotte met une odeur qui met en fuite l'insecte qui mange les oignons. Alors quand on les place l'un à côté de l'autre, les deux parasites sont éliminés et les carottes se trouvent très bien avec les oignons.
Donc voilà la coopération. Et si la compétition évoluait vers la coopération ? La nature nous offre des centaines d'exemples où la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. L'association, la coopération nous montre un autre chemin d'entraide et de solidarité. Les rencontres de l'Institut donnent naissance à des publications comme ce livre, écrit avec Pierre Rabhi. Je me souviens t'avoir connu comme ça, comme un hurluberlu qui dit pas, qui fonctionne pas comme tout le monde, qui dit pas. Donc je me suis retrouvé en famille avec toi, totalement en famille. Et je sais dit pas ça encore. Quel âge, à quel moment, etc. J'en sais rien, mais je sais que ton implication et ton engagement écologique m'ont beaucoup touché et que je pense que je me suis rapproché à cause de ça. C'était tout à fait réciproque. Voilà. Donc nous avons convergé. Voilà. Alors, juste parce qu'on n'a pas filmé quand vous avez commencé, En 2014, pour ce film que nous avions commencé ensemble, tu avais souhaité inviter ton ami Pierre Rabhi pour débattre de la coopération dans le monde végétal. D'accord. Et j'ai gardé le souvenir de ce lien profond qu'avaient nos voisins paysans avec la terre, avec leurs bêtes en particulier. Quand ils parlaient de leurs animaux, c'était émouvant, c'était touchant. Et tout ça, évidemment, a été remis en question. Et maintenant, on dit l'agro-industrie, alors ce sont des immenses surfaces de monoculture, très sensibles aux insectes ravageurs, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Et donc on utilise beaucoup de pesticides, mais je crois que le monde paysan est en train de prendre conscience de ça. Jean-Marie Pelt a eu un rôle absolument majeur à mes côtés sur l'affaire des OGM, puisque je suis le ministre qui a obtenu un moratoire sur la mise en culture des OGM en 1997. Et en fait, ce moratoire est venu d'une conviction que j'ai acquise, parce que je connaissais franchement rien au sujet. Cette conviction, je l'ai acquise en écoutant beaucoup, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et parmi ceux qui étaient contre, c'est évidemment Jean-Marie qui a joué un rôle moteur. Donc il a été le premier à mettre en lumière les risques de contamination, les risques de mutation des espèces. Ensuite, il est venu à l'aspect santé, mais c'est dans un deuxième temps. Et puis il y avait tout l'aspect éthique quand même. C'est-à-dire tout le sujet et de la manipulation du vivant d'une part, et de la prise de pouvoir sur le vivant d'autre part. C'est deux sujets qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et comme Jean-Marie était quelqu'un de très croyant et de convaincu du rôle, je dirais, du créateur, c'était quelqu'un qui était très opposé au dépassement de certaines limites par l'homme. On peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Donc il ne faut pas croire que la bio, si c'est simplement une agronomie et une alimentation saine, c'est vrai. C'est vrai qu'avec l'alimentation moderne, elle véhicule beaucoup de nuisances. Voilà, c'est pour ça que je dis aux gens, bientôt avec l'alimentation moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance, parce qu'en fait, on ingurgite des produits toxiques, réellement. C'est pas, voilà. Donc en soi, la bio est une bonne orientation, mais à la condition qu'elle soit accompagnée évidemment d'une éthique, de quelque chose qui lui donne valeur, je dirais presque spirituelle, et non pas simplement valeur marchande. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes très vigilants sur ce que signifie aujourd'hui la bio. C'est à la fois, nous produisons bio parce que nous respectons la terre, parce que nous voulons que cette terre soit vivante. C'est vraiment comment sortir de cette agression, d'une agriculture agressive et destructive, pour revenir à la coopération. Et nous devons plutôt promouvoir les moyens qui permettent aux plantes de se développer dans de bonnes conditions, et de ne pas avoir les carences dont tu as parlé. Et ça, c'est un renversement complet de l'agronomie. Il faut bien se rendre compte que l'agronomie a très peu pris en compte la vie biologique des sols. Le sol, c'était un substrat. Que n'a-t-on entendu dire que le sol, c'était un substrat? Voilà. Et on peut faire des cultures hors sol, ça, on l'a entendu aussi. Oui. Et ça se pratique aussi. Oui. Mais nous nous éloignons toujours plus de l'équilibre. De plus en plus. Voilà. Je crois qu'il y a un quiproquo, il y a, disons,
une carence très très importante dans le sens où l'individu se croit détaché des fondements de la vie. Je ne sais pas pourquoi on a dit « la nature est nous ». Et du coup, on est sorti complètement de cette réalité absolue. J'ai mes voisins qui sont paysans et ils me disent est-ce qu'on ne s'est pas empoisonné avec tous ces produits qu'on utilise? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont bons? Ils me posent des questions. Et je suis très frappé que ces questions-là, je ne les entendais pas il y a 10 ans. Réconcilier l'homme et la nature, c'était ton espoir. Un véritable projet de vie. Tu n'auras de cesse de porter cette parole à travers la France dans d'innombrables conférences, à la radio, et de l'écrire à travers plus de 70 ouvrages, dont Les Voix du Bonheur, en collaboration avec Sebastião Salgado. Dans l'étroit maillage des écosystèmes où tous les vivants, nous compris, vivent en étroite interrelation, c'est donc la nature entière qu'il convient de protéger si nous voulons nous protéger nous-mêmes. Les clichés de Sebastião Salgado complètent les textes de Jean-Marie Pelt, l'humaniste amoureux de la nature. Le livre raconte leur vision commune de la nature, leur constat sur son immense fragilité et dégradation et la nécessité de la protéger pour sauver l'humanité. Comment replacer l'homme au milieu de la nature? Et surtout, comment se fait-il que l'humanité s'en éloigne de plus en plus? Je crois que ça tient au fait que nous avons coupé nos racines, culturelles, que nous nous séparons avec vigueur et ardeur du christianisme qui a été aux racines de l'Europe, évidemment, que nous avons coupé nos racines avec la nature aussi, parce que la nature, elle est beaucoup moins proche qu'elle ne l'était. Dans mon enfance, j'ai vécu dans la nature, vraiment comme un Indien ou comme un fils de paysan. Tu espérais un monde renaturé, où la spiritualité trouverait toute sa place. Ta foi, tu ne l'imposais jamais aux autres, mais tu disais souvent combien elle t'apportait et te rendait heureux. Toujours chercher, penser plus loin. Tu ne cessais d'échanger avec les autres religions et de refaire le monde avec les philosophes. Yves Pacalet, ton ami athée, se souvient de ces longues conversations, l'été, sous les étoiles. Au-delà de cette communion sur la question de la beauté du monde telle qu'on l'a trouvée et de la nécessité de la conserver, on a eu très souvent des discussions de nature philosophique et métaphysique. On était deux personnes émerveillées par le monde, émerveillées par l'univers, par son infinité, par sa complexité. On divergeait sur un seul point, c'était de savoir si Dieu existait ou pas. Je suis pour ma part un matérialiste au sens philosophique du terme. Je pense que la pensée est née de la matière et que Dieu n'existe pas. Lui, Jean-Marie, était persuadé de l'existence de Dieu, était un esprit religieux, et avec une très très grande ouverture évidemment, hein, c'était un esprit religieux universel. Et justement, cette capacité qu'il avait d'écouter ce que j'avais à dire, et j'espère moi aussi la capacité d'écouter ce qu'il avait à dire, nous impliquait dans des dialogues qui étaient absolument passionnants sur la métaphysique. Est-ce qu'il faut, à l'origine de toute cette complexité du monde, et de cet émerveillement qu'on en ressent maintenant, concevoir qu'il y a une cause dernière, une cause ultime qui s'appelle Dieu. Alors ici, d'ailleurs, on est sur les terres de Jean-Jacques Rousseau, qui lui aussi était un déiste, comme on disait. Il croyait en l'existence de l'être suprême. Pas non plus un religieux orthodoxe récitant ses prières, mais c'était quelqu'un qui pensait que derrière tout cet émerveillement, il y avait l'action d'un être suprême. De ce point de vue-là, avec Jean-Marie, il y avait une vraie connexion aussi entre Rousseau et lui. Aujourd'hui, les maîtres mots, c'est la technologie et c'est la technocratie. Et quand la technocratie et la technologie fonctionnent de pair, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un monde très froid,
très, très technique, très sec, où les relations humaines sont réduites considérablement. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un test sur des chauffeurs de taxi. On a pris ceux qui cherchent leur rue comme ça, sur la carte, etc. Et ceux qui font confiance à un outil, ils règlent l'outil, ils vous amènent d'un point à l'autre. Et ben, on a constaté que ceux qui font confiance intégralement à l'outil perdent la mémoire. Perdent de plus en plus la mémoire. C'est-à-dire qu'une fonction, cette fonction de vigilance, de voir les choses très concrètement, étant diminuée, eh bien, ils perdent la mémoire. C'est un test qui a été proposé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu en as eu le... Non, mais je le crois tout à fait. Voilà. Donc attention, les outils, il faut les utiliser, mais il faut que la conscience domine l'outil. Parce que si la conscience ne domine pas l'outil, c'est l'outil qui domine la conscience. Et si la conscience n'est pas éveillée, élevée, forte, puissante, eh ben, l'humanité sera... enfin, je ne sais pas quel avenir, mais je ne pense pas que ce sera un avenir positif. Moi aussi, je sens que nous sommes en train de déshumaniser profondément les rapports humains, que nous manquons d'altruisme, que nous manquons d'empathie, et que les nouveaux outils technologiques aggravent le phénomène plutôt qu'elles ne tendent à le résoudre. Et que la froideur des relations qui passent par ces outils entraîne fatalement le repli sur soi, parce qu'on se défend en quelque sorte. Et je vois avec beaucoup d'inquiétude le pouvoir phénoménal des grandes multinationales de la communication. Est-ce que dans 10 ans, ça sera Google qui dominera le monde totalement parce que tout le monde se sera couché entre-temps et que tout le monde sera totalement dépendant? C'est une très bonne question. Autre question, est-ce qu'on peut admettre que 67 personnes ont actuellement autant de revenus que 3,5 milliards humains, ce qui représente exactement la moitié de l'humanité, la moins riche? Bon, c'est un monde qu'on ne peut pas accepter, parce qu'il va à l'encontre, disons, de la plus élémentaire justice sociale, de la plus élémentaire idée de partage, disons de partage au moins minimum. Bon, tout ça me paraît un monde qui arrive déjà très vite à son paroxysme, et le paroxysme est proche de la fin, parce que la fin est souvent très proche de l'acmé. Le point le plus culminant est devant le précipice. Et nous sommes, à mon avis, pas loin d'un précipice. Tu as toujours pensé que le destin de l'homme et de la nature sont intimement liés, pour le meilleur et pour le pire. Avec simplicité et tolérance, tu espérais nous mener vers la sobriété. Il y a urgence pour limiter l'épuisement des ressources naturelles, maintenir les grands équilibres biologiques et climatiques et éviter que la science et la technique, au service du capitalisme triomphant, ne mènent les hommes vers leur fin. Son héritage, je crois que c'est tout ce qu'il a fait, c'est une prise de conscience que l'homme est intimement lié à son environnement, et que si on détruit l'environnement, on détruit par la même occasion l'homme et l'espèce humaine. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait être si on n'avait pas ne serait-ce que ce modeste décor où on se trouve actuellement. Dans la Bible, la terre est confiée aux hommes pour qu'ils la jardinent, pour qu'ils en fassent un jardin. Mais ils n'en ont pas fait toujours un jardin. Ils en ont fait un terrain qu'on exploite. Et pas seulement comme des exploitants, mais comme des exploiteurs souvent.
C'est pour ça que nous avons mis la Terre dans l'état lamentable où on la voit, en particulier dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, le massacre de la Terre se perpétue avec une violence extrême. On constate que depuis, mettons, une quinzaine d'années, les réchauffements commencent à se manifester. Et si vraiment les États ne se mobilisent pas à fond sur ce problème, je considère et je pense que ça sera très, très grave, parce que si on détraque le climat, on est absolument incapable de le réparer. Ça nous dépasse totalement. Quand on dit que la manière dont on traite la nature est une manière cruelle, on détruit beaucoup. Quand on utilise des produits ancides, que ce soit les herbicides qui tuent l'herbe, le cide, ça veut dire je tue, homicide. Alors ces produits ont pour objectif de faire mourir une part de la nature. Eh bien, je pense qu'on passera dans le futur à des produits pro qui vont au contraire faire que la nature évolue dans un sens qui corresponde à ce que nous pouvons attendre d'elle et qu'on rentrera alors dans une sorte de convivialité avec cette nature. Et actuellement, puisque je parle de produits ancides, donc de pesticides, je suis frappé de voir que beaucoup de nouvelles stratégies sont en train d'émerger où on va utiliser la manière dont la nature s'y prend elle-même. Par exemple, en stimulant ses défenses naturelles. Si on stimule les défenses naturelles d'une plante, elle va résister à ses pathogènes ou à ses ennemis potentiels. Et pour ça, on utilise des produits qui sont atoxiques. Il arrivera peut-être un jour où on arrosera avec des tisanes et non plus avec des produits chimiques. On appelle ces tisanes des produits naturels peu préoccupants. Il y arrivera probablement un jour où on ensemencera des spores de champignons microscopiques qui vont aider aux plantes à se nourrir à partir des sels minéraux et des phosphates du sol que leurs racines ne savent pas bien capter, mais que des filaments de champignons savent capter et transmettront à la plante. Donc il y a toutes sortes de nouvelles stratégies qui sont en train de se dessiner et qui seront l'étape après les pesticides. D'écologie, d'avenir de l'humanité sur la planète, un peu plus optimiste que moi. Il pensait qu'en développant cette caractéristique qui est celle des êtres vivants triomphés par l'association, la mise en commun des buts, on y arriverait mieux. Et il le faisait et il y arrivait très bien. Il arrivait presque toujours à emporter la décision, ou en tout cas la conviction, quand il donnait des conférences, quand il écrivait des articles ou des livres. Les gens étaient en admiration devant lui et prêts à marcher sur ses pas et à partir avec lui, se laisser entraîner par lui. Alors Jean-Marie voulait que on diffuse ces idées auprès de tout le monde, évidemment, parce que les idées de Jean-Marie sont universelles, mais en particulier auprès des jeunes. Je me souviens, dans les confidences qu'il me faisait, il me disait « Mais Christophe, j'ai passé ma vie pour la botanique, pour la protection de la nature, pour l'écologie. Je voudrais que les enfants, je voudrais que les jeunes et que les générations futures puissent recevoir ce message. » Donc notre mission, c'est de pouvoir aussi faire passer les idées et les valeurs qui sont dans l'œuvre de Jean-Marie Pelt auprès de ces jeunes publics, de transmettre le témoin.
Les gamins aujourd'hui ne connaissent plus la nature, ne connaissent plus les arbres, ne connaissent plus les herbes, les plantes. Donc tout simplement aller vers eux pour leur expliquer que la nature, c'est le vivant, et le vivant, c'est respectueux, et nous devons le respecter. Ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser pour le futur ces grandes valeurs auxquelles je suis attaché, qui est la solidarité, qui est la spiritualité, religieuse ou non, bien sûr, qui est aussi la coopération, qui serait, parce qu'on n'y est pas encore, qui serait, et qui donc sera, parce que c'est l'utopie, mais c'est une utopie qui se réalisera, tout à fait nécessaire pour le futur. La terre, elle nous nourrit. La terre, elle nous guérit de nos maladies. La terre nous donne le bois, nous donne les médicaments. La terre nous donne tout. Donc nous devons être respectueux de la terre. Éclairé par sa foi, soutenu par une volonté et une détermination sans faille, Jean-Marie Pelt a étudié le vivant sous toutes ses formes. Et son grand œuvre, c'était en fait de nous relier, nous les hommes, à la nature. Dès lors, il a mis tous les outils à sa disposition, médias, enseignements, politiques, au service de l'environnement. Les jardins de Jean-Marie Pelt sont riches en fleurs précieuses. Des fleurs qui ont pour nom respect, tolérance, amour, espoir, mais aussi vigilance et engagement.